Futur pilote du LM, bonjour à toi. Bienvenue sur la vidéo briefing 02.3 qui traite de la mise en route du moteur sur ULM 3 axes. La mise en route du moteur est une opération que tu vas apprendre dès les premières séances. Elle comporte notamment de nombreuses checklists qu'il convient de répéter de nombreuses fois, autant commencer tôt dans ta formation. Il y a aussi un certain nombre de notions techniques à comprendre pour bien réagir en cas d'imprévu. Pour cela, il faut aussi comprendre ce que l'on fait. Et cette vidéo est destinée à t'expliquer chaque action ou vérification qui pourra être demandée. Allez, bon visionnage. La mise en route est une phase potentiellement critique, notamment pour la durabilité du moteur lui-même. La sécurité des autres usagers est aussi engagée. On entend par là les piétons et les autres appareils. Il peut y avoir, même si c'est rare, des complications comme une perte de pression d'huile ou un départ de feu. Or, le pilote bien averti peut réduire ces risques ou réagir rapidement s'il sait observer les bons paramètres. L'objectif de cette leçon est de savoir démarrer le moteur de l'ULM sans l'endommager ou porter préjudice à d'autres usagers sur le terrain. Le tout en comprenant le sens des étapes de la procédure. Nous prendrons ici le cas assez répandu sur les ULM 3 axes des Rotax 912 à carburation. Voyons les grands principes du démarrage d'un moteur. La mise en route nécessite un démarreur électrique qui entraîne le moteur directement en mettant en mouvement l'ensemble des pièces rotatives. Le démarreur est entraîné par la batterie. Pour lancer le moteur, il faut vaincre la compression des gaz dans les cylindres, et donc le démarreur mobilise une forte puissance électrique qui peut vider la batterie en quelques dizaines de secondes. Cette consommation électrique fait que la recharge de la batterie doit être assurée au cours de chaque vol pour permettre le redémarrage suivant. Il faut donc être certain que l'alternateur marche durant le vol pour recharger cette dernière. Pour que le moteur démarre, il faut que plusieurs systèmes se lancent de manière synchrone. Le circuit de carburation doit délivrer un mélange d'air et de carburant au bon dosage et bonne densité dans les cylindres. La richesse en carburant du mélange nécessaire au démarrage d'un moteur froid est plus forte et le ratio idéal varie selon la température et la pression. De son côté, le circuit électrique doit accumuler du courant dans les bobines pour déclencher les premières étincelles qui enflamment le mélange. Pour produire cette charge électrique, le mouvement du moteur doit être préalablement lancé. Or, quand le moteur tourne sans allumage, il stocke du carburant inutile. Il ne faut pas que cette situation dure trop longtemps. On va voir plus loin pourquoi. Une fois qu'un, puis plusieurs cylindres commencent à s'enflammer, l'appoint du moteur électrique n'est plus nécessaire. C'est l'énergie du mélange qui permet d'entraîner le moteur et ses différents systèmes. On peut alors lâcher le contact du démarreur. Bien détecter le moment où le moteur commence à tourner de manière autonome est crucial pour ne pas endommager le moteur et le démarreur. Savoir détecter que le moteur ne parvient pas à démarrer et penser à stopper les tentatives de démarrage est très important. En insistant, tu peux provoquer un noyage préjudiciable. Tu dois bien comprendre les deux situations possibles lors de la mise en route qui présentent des risques pour ton moteur. Premier cas, il n'arrive pas assez de carburant dans le moteur. Si le mélange est inadapté, trop pauvre, par exemple par temps froid, le moteur a besoin d'un mélange d'air-essence plus riche en carburant qu'en démarrage normal. Pour doper le dosage, on dispose de la tirette starter qui enrichit le mélange. L'autre cas est le Vaporlock. Par forte chaleur, le carburant peut se vaporiser spontanément dans les durites, rendant son pompage inefficace, voire impossible dans le circuit. Second cas, il arrive trop de carburant dans le moteur. Suite à un démarrage manqué, le pilote a insisté sur le démarreur et trop de carburant a été injecté dans le circuit avant l'allumage, inondant ainsi les cylindres. Le moteur est alors dit noyé. Dans ce cas, il faut se reporter à la procédure moteur noyé et ne surtout pas insister. En insistant, on accumule un trop-plein de carburant qui s'évacue librement par le circuit d'échappement, faisant naître un risque d'incendie si le moteur démarre finalement. Lors de la mise en route de ton moteur, tu dois avoir conscience de ses possibilités et évaluer la situation du jour.
écouter les réactions du moteur et te fixer des limites de temps et de nombre de tentatives, souvent décrites dans ta checklist. En cas de démarrage raté, prends le temps de réfléchir à ce qui fait obstacle au démarrage plutôt que de t'entêter. Tu as peut-être oublié d'actionner les magnétos ou d'amorcer le circuit à l'aide de la pompe. Tu n'as pas utilisé le starter alors qu'il aurait fallu. Dans ce cas, commence par repasser la checklist en revue. Un point essentiel avant de partir est de s'assurer que le ou les robinets de carburant sont ouverts. Il y a eu tellement d'accidents bêtes avec des robinets de carburant fermés qu'on a pris l'habitude en aviation de doubler voire tripler cette vérification. On donne aussi comme consigne de ne pas les fermer lors des opérations normales pour éviter qu'un pilote ne parte avec un robinet fermé. En effet, le risque est considérable, car en pratique, le circuit en aval du robinet comporte souvent assez de carburant pour démarrer, rouler, voire décoller. Nombre d'accidents sont intervenus faute de carburant après un arrêt du moteur en montée initiale alors que le réservoir était plein. D'autres points de contrôle vitaux sont repérés lors des checklists comme la position des 2 contacteurs magnétos par exemple. Si un contacteur seulement est enclenché, la puissance maximale ne peut être atteinte et le décollage peut être compromis. La procédure de mise en route comporte 3 temps principaux qui ont tous leur importance. Premier temps, la préparation avant mise en route permet de se préparer et de mettre en sécurité le personnel et le matériel, intérieur et extérieur. Tous les préparatifs que l'on peut faire moteur à l'arrêt doivent être anticipés. Second temps, le démarrage à proprement parler et les vérifications immédiates. Troisième temps, la phase de montée en température et la mise en route des systèmes. Les actions de préparation du démarrage peuvent varier sensiblement d'un modèle de moteur à l'autre, selon qu'ils sont équipés d'injecteurs ou de carburateur, qu'il y ait un réservoir gravitaire ou non, qu'on doive injecter le carburant par un moyen mécanique ou une pompe électrique. On part en général d'une situation où les contacts électriques sont off. Point essentiel, les freins doivent être serrés car le moteur au démarrage prend des tours et entraînera à coup sûr l'ULM vers l'avant. Quelques vérifications spécifiques à la machine et au vol projeté peuvent être prévues dans cette étape tant qu'on n'a pas mis en route les sources de consommation électrique. Les documents pilotes et de l'ULM sont à bord, ainsi que les documents relatifs au vol projeté. La quantité de carburant est relevée et l'autonomie calculée. Idéalement, l'heure d'extinction du moteur est connue et notée sur le log de navigation. Le remède départ est relevé, le harnais de sécurité est enfilé et réglé, mais déverrouillé pour pouvoir évacuer rapidement en cas de feu moteur à la mise en route. Les volets sont en position rentrée, les robinets de carburant sont ouverts, première vérification. Le calage de l'altimètre est affiché au QNH en vigueur avec vérification de l'écart instrumental. On s'assure d'avoir fermé les portes. Le briefing avant vol se place à ce moment. Cette partie de la checklist te permet de rentrer dans ton vol et de te concentrer sur les étapes qui vont suivre. À partir de ce stade, on commence la séquence de démarrage proprement dite. Première étape, mettre le circuit électrique principal sous tension. On met aussi en position on les 2 contacteurs des circuits magnétos qui seront nécessaires à l'allumage du moteur. C'est le premier point à vérifier si ton moteur ne démarre pas du tout. Suis alors la vérification la plus importante. Tu dois t'assurer que personne ni aucun objet ne peut être atteint par la mise en rotation de l'hélice. Pas d'obstacle devant l'ULM en cas de défaillance des freins, pas de personnel autour de l'hélice, pas de matériel ou de personnes dans le souffle de l'hélice. À cause du souffle qui projette des gravillons et poussières, on conseille aussi de ne pas démarrer dos au hangar. Il existe un certain nombre de précautions pour alerter les personnes au sol, comme un message d'avertissement « Attention mise en route !» et l'allumage des feux autour de l'ULM comme le strobe qui est un feu à éclat. Mais le plus efficace reste la vigilance et la responsabilité du pilote, bien entendu. Ensuite, on assure l'arrivée du carburant vers les carburateurs. Si l'alimentation en carburant provient d'un réservoir plus bas que le moteur, tu devras amorcer le circuit à l'aide d'une pompe électrique. On peut mesurer son efficacité en relevant la pression du circuit de carburant. À défaut d'indicateur de pression d'essence, on peut détecter à l'oreille le bruit de la pompe qui force quand la pression s'établit dans le circuit.
Dans tous les cas, cette mise en pression ne devrait durer guère plus de quelques secondes. La checklist peut te préciser la durée maxi de pompage. Si la pompe électrique ne fonctionne pas, c'est un no-go pour le vol. Elle est indispensable en cas de panne en vol nécessitant un redémarrage. On coupe donc la pompe avant de mettre en route le moteur car elle ne sert plus ensuite, le relais étant pris par la pompe mécanique entraînée par le moteur. À ce stade, le moteur est presque prêt pour sa mise en route. Reste à réfléchir à la stratégie de démarrage selon que le moteur est chaud ou froid, selon que l'air ambiant est chaud ou froid. Sur moteur froid, on utilisera la tirette starter. Pour ce cas de figure, on doit utiliser une main pour la tirette starter, l'autre pour le démarreur. La manette de gaz doit donc être en position complètement réduite. C'est la tirette starter qui régulera le régime après démarrage. Sur un moteur froid, mais dans une atmosphère tempérée, on pourra relâcher la tirette starter quasiment aussitôt après le démarrage. Sur moteur chaud, on utilisera simplement la manette de gaz en appliquant à peine un demi-centimètre de gaz depuis la butée plein ralenti. L'huile du moteur commence à circuler. Il faut très vite, après confirmation du démarrage, s'assurer que la pression d'huile s'établit dans le circuit. Si la pression ne s'établit pas, il est possible qu'on ait une fuite et dans ce cas, il faut couper le moteur immédiatement. Souvent, la pression d'huile commence à se situer dans l'arc jaune supérieur. C'est parce que la viscosité à froid est encore forte et qu'elle circule encore difficilement. Mais en chauffant, la pression retombe rapidement. Une fois ces contrôles réalisés, on s'assure que le régime moteur est atteint. Par exemple, pour le Rotax 912, le régime de chauffe et d'attente est de 2000 tours par minute. C'est un peu plus que le régime minimum. La phase de démarrage est donc terminée et réussie. On peut passer à la phase 3, la montée en température du moteur. On peut enclencher la checklist après mise en route. On verrouille complètement les portes et les harnais. On met en marche l'alternateur et on vérifie sur le voltmètre que la charge batterie fonctionne. On contrôle la pression d'essence. Cela permet de s'assurer que la pompe mécanique est bien opérationnelle et suffisante. À ce stade, on peut mettre en service les appareils de radiocommunication. On enfile son casque, que l'on prend le temps de bien positionner. Et on met en route la radio. On vérifie que la communication est correcte entre le pilote et le passager. On règle le volume des casques et le volume de la fréquence en service pour bien entendre les communications d'aérodrome. On contrôle qu'on est sur la bonne fréquence et on peut se préparer les fréquences secondaires. On met ensuite en route le transpondeur qui doit être au départ sur stand-by et code 7000. On vérifie ensuite ses instruments de vol. Alti réglé à l'altitude du terrain et fenêtre de pression indiquant le QNH du jour à 3 hectopascales près. Variomètre et anémomètre à 0. Durant ces vérifications, ton moteur aura eu quelques minutes pour chauffer. Mais avant de rouler, tu devras vérifier que la température d'huile soit suffisante en te référant à ta checklist ou au manuel de vol. On conseille de ne pas mettre des coups de gaz sur un moteur froid. Donc sur un taxiway revêtu, tu pourras commencer à rouler sans trop fatiguer le moteur. Mais attention sur un terrain en herbe, le support freine et il est parfois nécessaire de mettre beaucoup de gaz pour passer les mottes d'herbe. Dans ce second cas, il est important de patienter avant de se lancer. La procédure se termine par une courte checklist roulage. Sécurité extérieure, personne autour ni devant. Phare de roulage, essai et message radio. Socas Fox Juliette Yankee, bonjour. Fox Juliette Yankee ULM, 2 personnes à bord au parking nord. Je roule au point d'attente Alpha pour une navigation à destination de Bergerac. On commence alors à rouler. Immédiatement, on reteste les freins qui doivent permettre un contrôle symétrique de la trajectoire. Et au premier virage, on s'assure du fonctionnement du compas, les caps augmentent en virage à droite, et de la bille qui part à l'opposé du virage. C'est la fin de cette vidéo et de ce module M02. La prochaine leçon portera sur la gestion de l'assiette, la puissance moteur et la trajectoire. Tu apprendras à réaliser des paliers, des descentes et des montées. Pour cela, on te donne rendez-vous dans le module M03. Allez, ça y est, maintenant tu es briefé pour tes exercices. Bon vol à toi.